Bonjour tout le monde et bienvenue sur Les Numériques. Voici le deuxième replay de la quotidienne Les Num. Je vous rappelle le principe, tous les matins à 11 heures, on se rejoint sur la chaîne Twitch des Numériques pour discuter ensemble de la tech. Et si vous n'avez pas eu le temps, en tout cas, de regarder ou d'écouter cette émission en live à 11 heures, voici le replay de 18 heures avec l'intégralité de l'émission. Si vous n'avez vraiment pas le temps aujourd'hui, on vous prépare aussi juste après un petit condensé de quelques minutes. C'est parti, bon visionnage. Attention, la quotidienne de numérique de 11 heures pile poil V2. Promis, hier, je vous ai vraiment, enfin plus que régalé, je pense que certains n'en pouvaient plus parce que je vous ai fait un entrée, plat, dessert, plateau fromage, café gourmand, un petit peu de rab, un digestif et tous les restes. On a fait une émission de 2h15, mais il y avait vraiment 4 semaines d'actualité tech et de news et de discussion tech à rattraper. Aujourd'hui, ça va revenir à une durée un peu plus normale. Donc évidemment, quelle heure est-il? Il est évidemment 11 heures pile poil et on va finir évidemment dans à peu près 1 heure et demie. Maintenant qu'on est bien, aujourd'hui on va parler de beaucoup de choses. On va commencer, donc il y aura pas ce sommaire d'ailleurs, on va mettre un autre sommaire tout à l'heure. Pas de souci, on va mettre du coup, il y aura du smartphone, il y aura des chipsets, il y aura de l'automobile, il y aura même un bateau qui sera au milieu de tout ça. Il y aura aussi les coulisses, encore une fois, des GAFAM, des réseaux sociaux, avec notamment un gros point sur ce qui se passe en Afghanistan. Un peu de futur avec des jets qui vont très très vite, des gens qui vont dans l'espace, bref, ça va être sympa. Et le tout, évidemment, assaisonné de beaucoup, beaucoup d'argent, puisque vous allez voir, il y a pas mal d'argent qui est en jeu. On commence tout de suite avec, évidemment, nos amis, les smartphones et les téléphones. Je vous rappelle qu'on est actuellement aussi en simultané avec JB, notre réalisateur, et Kevin, notre journaliste, en train de tourner la vidéo et du test du Samsung Z Flip 3. C'est pour ça que je n'ai pas le Z Flip 3 ici en plateau. Mais avant que ce test arrive au complet sur le site et en vidéo, eh bien, on a déjà des petites news labo. Je vous rappelle, les news labo, c'est un peu des news où on se focus sur certains points un peu clés des appareils qu'on teste. Évidemment, ce qui nous intéresse ici, c'est l'écran externe du Z Flip 3 qui, je vous le rappelle, est une des grosses nouveautés, puisqu'il est 4 fois plus grand que l'ancien. Et évidemment, le but, je vous rappelle, du Z Flip 3 dans son usage, c'est d'utiliser ce téléphone de manière souvent fermée, puisqu'il est beaucoup plus compact, et on va dire, se réduire à l'usage minimal dont on a besoin, c'est-à-dire des notifications, recevoir un petit message, utiliser la reconnaissance vocale, gérer un peu sa musique ou des choses comme ça. Et l'année dernière, c'est vrai que sur le Z Flip et le Z Flip 5G, cet écran, il était là. On va dire qu'il était là et que comme certaines personnes à votre boulot, vous les connaissez ces personnes, ils sont là, ils font de la présence, mais ils sont juste là. Est-ce que cet écran est devenu utile parce qu'il est plus grand? Eh bien, Kevin s'est penché sur cet aspect-là et vous allez voir déjà, c'est un petit écran OLED du coup de 260 par 512 pixels, ce qui est drôle parce que c'est beaucoup plus que n'importe quel écran de téléphone il y a quelques années, et qui en gros fonctionne un peu comme une petite montre connectée avec une interface un peu minimale. Et vous voyez un écran ici qu'on voit un petit peu mieux. Et d'ailleurs, vous pouvez voir nos beaux gosses de journalistes qui testent cet écran. En tout cas, plutôt pratique à utiliser pour des selfies, pour des notifs, mais qui reste encore un peu limité. Alors, on vous rappelle que Samsung va essayer de mettre en place un maximum d'applications et de widgets pour enrichir cet écran et l'utiliser toujours plus. Et je trouve que c'est une très bonne idée. Toujours pareil, est-ce qu'il y aura un suivi pour avoir, je sais pas moi, des applications comme Twitter ou votre gestion de to-do list ou votre application météo préférée? À voir en tout cas. Mais ce petit écran donc de 2 pouces, il fait des gros progrès par rapport à l'ancien, ce qui est déjà bien. Il n'est pas encore parfait, mais on commence à atteindre, on va dire, comme dirait ce cher Freezer, la forme finale de ce que voudrait être un Z Flip avec un téléphone que vous déployez vraiment pour des usages spécifiques et que vous pourrez de plus en plus utiliser fermé pour des usages, on va dire, de tous les jours et un peu utilitaires. Donc voilà, vous avez l'article complet de Kevin qui est là. On vous rappelle que le test arrive très très vite. Moi, je vais arriver un jour à mettre le chat, je ne vois toujours pas. Mais vous retrouvez l'article ici. On va rester maintenant avec Samsung dans nos news du jour. Pourquoi? Parce que hier, je vous parlais notamment des ventes des Galaxy S et notamment la génération des Galaxy S21. Et selon l'Institut Counterpoint, en fait, ce sont des ventes qui ont été largement en baisse par rapport à l'année dernière. Donc c'était pour nous une très mauvaise nouvelle puisque Samsung sort des téléphones bons, même très très bons, c'est parmi les meilleurs téléphones Android cette année. Ils sortent des téléphones moins chers puisqu'on avait une baisse de prix assez drastique par rapport au S20. Et pourtant, cette génération de téléphones s'est vendue 20% de moins
que la génération des S20 et 47% de moins que la génération des S10. Donc évidemment, mauvaise nouvelle pour Samsung, on s'inquiète un petit peu pour eux. On a d'autres chiffres semi-officiels qui viennent d'arriver, et là on va revenir encore une fois sur nos téléphones pliants, parce que c'est un peu là-dessus qu'on ouvre aujourd'hui. Après vous avoir parlé du Z Flip 3, et ça c'est un Z Fold 2, eh bien Samsung a annoncé que les précommandes des Z Flip 3 et des Z Fold 2 se déroulent très bien, puisque selon le communiqué, en fait, en 10 jours de précommande, le Z Flip 3 et le Z Fold 3 ont déjà dépassé les ventes de tous les téléphones pliants de Samsung en 2021. Donc voilà, en 10 jours, on a dépassé quasiment 8 mois de vente de téléphones pliants. Donc très bonne nouvelle pour Samsung et pour ces téléphones. On vous rappelle, et vous me direz dans le chat, vous mettrez des étoiles sur 5. Est-ce que le segment des téléphones pliants, dépliants ou repliables est un segment d'avenir? Est-ce que ça reste un segment de niche et que ce sera la norme pour tout le monde? Je ne suis pas encore sûr à 100%. J'ai envie d'y croire parce que c'est très intéressant, mais c'est encore très casse-gueule. En tout cas, ce sont des chiffres qui donnent plutôt envie, et on part de loin, hein. Je vous rappelle qu'il y a un peu plus de 2 ans, Samsung avait débuté avec un fiasco qui était le premier Z Fold, qui avait eu des gros problèmes, qu'ils avaient dû rappeler, qu'ils avaient dû retarder, etc. Depuis, ils ont quand même bien redressé la barre. Je me demande en tout cas si ces téléphones vont prendre leur envol, sachant que je vous rappelle, le Z Flip 3 a un prix qui a chuté. Alors il a chuté à 1000 euros, mais il a quand même chuté par rapport à avant. Et je vous rappelle aussi que de plus en plus de constructeurs vont rentrer dans la danse, c'est-à-dire que Xiaomi notamment et Google vont entrer très prochainement dans la danse. Et on sait aussi que Apple fait des tests sur des téléphones pliants. Ça ne veut pas dire qu'ils vont sortir, mais qu'on avait une rumeur pour 2022-2023 d'un iPhone pliant. À voir si Apple, en tout cas, aura résolu, ou Google aura résolu le plus gros dilemme des téléphones pliants, c'est-à-dire d'avoir 2 interfaces vraiment propres sur 2 écrans, 2 types d'écrans. Et voilà. Et ça, en tout cas, Samsung ne l'a pas encore 100% résolu, je pense. Dans le chat, on nous dit, Céline Hill nous dit c'est trop épais pour moi et sous Android, j'aime pas Google. Alors, on verra ce que fera Apple. Effectivement, pour l'instant, ça reste épais. Le Z Flip, qui est plus petit que le Z Fold, par contre, est tout aussi épais. Donc, ça reste évidemment des téléphones qui, vous voyez, si je compare avec un S21, ce sont des téléphones qui sont vraiment une fois et demie, voire 2 fois plus épais qu'un S21 ou qu'un iPhone 12 Pro. Je ne sais pas si vous pouvez voir ici. Attendez, est-ce que je vais le reculer assez? Ah, on aura bientôt une caméra. Alors, vous voyez, c'est dans les patchs, on a des caméras. Oui. Voilà. Ça, c'est un iPhone 12 Pro, un iPhone mini. Vous voyez, et ça reste évidemment épais. Alors, est-ce qu'ils vont arriver toujours à affiner plus cette fameuse charnière avec des écrans, avec des rayons de flexibilité et de pliants encore plus extrêmes qu'avant? Évidemment, c'est tout ce qu'on souhaite à ces téléphones. Voilà en tout cas pour un petit peu les petites news du côté de Samsung. On va maintenant parler de nouvelles technologies ou d'amélioration de technologie. 1, on va parler de lecteur d'empreintes, et 2, on va parler de charge. On commence avec le lecteur d'empreintes et Vivo qui va présenter un lecteur d'empreintes sous l'écran, nouvelle génération, et beaucoup plus performant qu'avant. Donc je vous rappelle qu'actuellement les lecteurs d'empreintes sous les écrans fonctionnent, ce ne sont pas les plus réactifs. La zone d'empreinte, elle est souvent un petit peu, je ne sais pas si on va la voir ici, non, on ne va pas la voir ici. La zone d'empreinte est souvent un petit peu réduite, et donc ça fonctionne, ça permet de ne pas avoir de zone de capteur d'empreinte haute part, mais ce n'est pas non plus les plus performants. En tout cas, Vivo a présenté pour ses nouveaux téléphones, eh bien, le 3D Sonic Max, en tout cas, donc un modèle de capteur biométrique qui va être encore plus rapide, donc il va être encore plus rapide à reconnaître et à calibrer vos doigts. Il va être encore plus rapide, évidemment, à débloquer le téléphone, et il sera aussi intégré sur une très grande zone, donc vous n'aurez même plus à viser et vous ne prendrez plus la tête. Donc on vous rappelle que même si ces dernières années, on avait commencé à se mettre sur la reconnaissance faciale, et notamment Apple reste aujourd'hui le champion de la reconnaissance faciale, eh bien, beaucoup de gens continuent à utiliser, voire à préférer la reconnaissance biométrique pour diverses raisons, et notamment en ces périodes de masque, même si il y a eu des solutions et des patchs qui ont été faits pour la reconnaissance faciale, mais la reconnaissance, en tout cas par empreinte biométrique, même si elle est moins sécurisée que la reconnaissance faciale, quand elle est bien faite, elle reste quand même beaucoup plus sécurisée, évidemment, qu'un simple code ou qu'un simple schéma. Et voilà. Et là, vous voyez, on peut vraiment taper un peu partout sur la zone. Ça va extrêmement vite. Évidemment, ça donne envie puisque beaucoup de personnes utilisent toujours ça. Je vais essayer vraiment d'activer ce chat pour vous voir, hein. Il veut pas. Hop, hop, je vais y arriver. Hop, hop. En tout cas,
En tout cas, voilà, ça arrivera dans les prochains téléphones, notamment milieu et haut de gamme de chez Vivo, si tout va bien. Hop, je mets une petite pause là-dessus. On va enchaîner maintenant. Oh, merci pour le train live. J'avais même pas vu qu'on avait atteint un train de live. Merci beaucoup pour tous vos subs. J'ai loupé vos subs et j'en suis désolé. Je les retrouverai. Je sais pas si Diana et moi on les retrouvera après. Je pense qu'on a un historique. On vous remerciera beaucoup. Bonjour en tout cas à toutes et à tous si vous nous rejoignez et ravi aussi de vous retrouver pour cette quotidienne. On va maintenant passer à ce qui est plutôt recharge. Et je vous rappelle maintenant que sur la recharge, Apple est en train de ressusciter le fameux MagSafe. Je vous rappelle, le MagSafe, c'était son chargeur aimanté que tout le monde aimait d'amour, qui se fichait dans un ordinateur portable. Vous n'aviez même pas visé dans le noir. Et puis après, que si vous passiez, il pouvait s'enlever sans faire tomber l'ordinateur. Apple a abandonné le MagSafe notamment pour d'autres normes, dont l'USB-C. Et Apple est en train de revenir au MagSafe, donc notamment derrière ces téléphones, puisque la plupart des iPhones, enfin tous les iPhone 12 ont maintenant un cercle aimanté derrière pour recharger avec un MagSafe aimanté. L'iMac est en train d'arriver, enfin l'iMac actuel possède un port MagSafe différent, mais aussi sur une technologie aimantée. Le Mac Mini, dont je vous parle dans quelques instants, le nouveau Mac Mini aurait aussi ce nouveau port. Et évidemment, la charge par système d'aimant et par système de fiche, en tout cas, va peut-être arriver sur d'autres constructeurs. Ah, je vous vois enfin dans le chat. On commence avec Realme qui avait présenté il y a quelques jours, au début du mois, le Mag Dart. Donc c'est pas le MagSafe, c'est le Mag Dart. Alors je ne sais pas pourquoi, la flèche magnétique. Mais c'est à peu près un équivalent. Et vous voyez, on retrouve la bobine de fil qui est dans le téléphone. On retrouve la charge circulaire et évidemment ça va s'aimanter. Et un peu comme chez Apple, on va pouvoir aussi coller de manière aimantée des accessoires comme des porte-cartes, etc. Mais surtout, on va pouvoir recharger son téléphone. Et voilà. Évidemment, ce constructeur appartient au groupe BBK, Realme. Donc, vous dites bien que Realme ne vont pas être les seuls à présenter leur technologie. Donc, voilà. Donc, je vous rappelle, vous ne pourrez pas vous téléporter dans une galaxie parallèle avec le MagDart. C'est une vue d'artiste, évidemment. La vraie chose, c'est que vous pourrez juste recharger votre téléphone et donc peut-être pas sauver la Terre, mais que sais-je, peut-être envoyer un SMS. En tout cas, Oppo, qui est une autre marque du groupe BBK, eh bien Oppo a montré aussi le MacBook. Voilà, alors je ne sais pas ce que c'est, pourquoi ce nom MacBook, je ne sais pas. En tout cas, c'est la même chose, globalement, mais avec un nouveau nom. Donc voilà, mais évidemment, les deux marques du groupe BBK qui présentent chacune leur technologie de recharge. Alors petite nouveauté du côté de chez Oppo, ils ont aussi montré leur charge sans fil et littéralement détachée. Et on va pouvoir recharger son téléphone à une vitesse d'environ 7,5 watts, si je ne m'abuse, à quelques centimètres de la surface de recharge. Mais voilà, attendez-vous à voir bientôt, et je vous l'annonce, vous l'aurez entendu ici en premier, vous aurez ragé ici en premier. Bientôt des téléphones sans aucun port, sans aucune connectique. C'est quelque chose qui va arriver et je suis assez certain que Apple va peut-être le tenter et d'autres vont le tenter, mais avec ces systèmes de charge aimantés, on a peut-être la dernière utilisation principale de connectique pour beaucoup de personnes sur leur téléphone. Et encore une fois, je sais que des gens vont rager, mais maintenant qu'on a fait disparaître la prise jack, que la plupart des gens utilisent des connexions sans fil pour transférer des données, par exemple, très peu de personnes, je pense, branchent des cartes mémoire ou branchent des clés USB dans leur téléphone. Et en vrai, je pense que la plupart des gens aujourd'hui, bon gré ou mal gré, se retrouvent à utiliser leur port USB-C ou à utiliser leur port Lightning que pour charger leur téléphone. Et Apple s'est jamais vraiment caché de vouloir avoir un monde sans fil, à la fin, 100% sans fil. Il ne reste à la fin que l'énergie, en fait. Et donc même l'énergie est en train d'arriver sans fil, c'est-à-dire que l'induction, les charges over the air ou ces sortes de charges aimantées, ce sont des charges plus ou moins sans port extérieur. Et encore une fois, je ne vous dis pas que c'est le futur dont j'ai envie, mais si on regarde le sens de l'histoire, les appareils qu'on a ont de moins en moins de connectique physique. Voilà. Aujourd'hui, un S21 n'a qu'un port USB-C, un iPhone n'a qu'un port Lightning. Et franchement, je ne sais pas ce que font les gens avec leur S21, à part charger dans le port USB-C.
Peut-être que certains ou certaines l'utilisent pour streamer sur un écran externe, et je pense que c'est très niche, et je pense que c'est quelque chose qui pourrait être géré de manière sans fil à terme, parce qu'il y a déjà des connexions d'écran par le Wi-Fi. Mais en vrai, interrogez-vous. Interrogez-vous. Je veux bien savoir, dans le chat, dites-moi si vous utilisez vraiment souvent, pour être de bonne foi, vraiment souvent, votre connectique de téléphone pour autre chose que pour charger. Je veux vraiment savoir. Sachant que moi, aujourd'hui, à part charger, je n'utilise pas de connectique de mon téléphone parce que tout le reste, pour moi, il passe en Bluetooth ou en Wi-Fi. Ah, il y a un sondage. Allez, vous voyez, et dans le chat, même si je pense que tout le monde a été un peu choqué par ma prédiction, dans le chat, en vrai, il y a pas mal de personnes qui sont comme moi et qui se disent, bah, en fait, en grande majorité, je ne fais que recharger mon téléphone et j'utilise pas vraiment pour le reste. Alors, je pense que l'autre utilisation, c'est peut-être les écouteurs pour les irréductibles qui ont encore des prises jack. Mais je vous rappelle que les prises jack sont en train de disparaître totalement des téléphones pour l'instant. Mais ça me paraît pas déconnant, encore une fois, puisque la plupart d'entre nous utilisons le Bluetooth et le Wi-Fi pour le transfert de fichiers et la connectivité. Et qu'en fait, du coup, à la fin, il ne reste que la charge. Donc, j'attends de voir, mais je ne serais pas étonné dans quelques années d'avoir des téléphones qui, un, abandonnent le tiroir de carte SIM, parce que vraiment c'est un truc qui sert à rien, ils vont tous intégrer des eSIM comme certaines tablettes et comme certaines montres. Aujourd'hui, un tiroir eSIM, ça prend de la place, c'est une faille d'étanchéité, et on s'en fout globalement. Donc ils vont abandonner ça, ils vont abandonner peut-être ce port USB-C ou ce port Lightning, et on aura des appareils qui n'auront aucune connectique physique et que des connectiques sans fil. Voilà. En tout cas, à voir. En attendant, mine de rien, le fait que Apple se lance et commence à généraliser le MagSafe et qu'on voit chez Realme le MagDart ou chez Oppo le MagVook, ce sont encore des systèmes de charge de téléphone qui, comme l'induction et comme la charge over the air, sont des systèmes de charge qui n'ont plus besoin de connectique physique. Bref. On est le 24 août 2021 et puis bah, on se donne rendez-vous dans 4 ans. Dans 3 ans ou 4 ans, j'annonce. Allez, en 2024 ou 2025, j'y crois très fort. Allez, on enchaîne maintenant et on va passer justement à un peu l'informatique et nos amis des ordinateurs dits normaux. Enfin, je vais vous montrer un ordinateur qui n'est pas très normal, mais je vous en propose déjà un qui est normal. C'est le Mac Mini, deuxième version, qui va arriver, c'est sûr. Mais quand est-ce qu'il va arriver? Sous quelle forme il va arriver? Ça, c'est moins sûr. Et donc, on reste encore une fois chez Apple et sur les rumeurs. Et on revient sur la connectique possible de ce Mac Mini M1X, comme beaucoup de gens l'appellent, parce que c'est le Mac Mini, on va dire, plus haut de gamme, redesigné, qui pourrait arriver dans les prochains mois. Et on sait aussi que Secret de Polichinelle, il est un peu sur le pas de tir avec les nouveaux MacBook haut de gamme. Voilà, je vous rappelle encore une fois, on a eu une génération d'appareils avec les SoC M1, des iPad Pro, un MacBook Air, un MacBook Pro, un Mac Mini et aujourd'hui un iMac 24 pouces. Eh bien, on sait que la déclinaison plus costaud du M1 devait arriver à un moment en 2021, on ne sait pas exactement. On pense que c'est plutôt dans les coursifs d'Apple, c'est plutôt une question d'approvisionnement de semi-conducteurs, de chipsets qui pose problème plutôt que de problèmes technologiques. Mais en tout cas, on sait que cette deuxième génération d'appareils beaucoup plus énervée encore sur les performances va arriver bientôt. Et en tout cas, deux rumeurs s'opposent. Une rumeur qui montre que ce Mac Mini sortirait d'ici la fin de l'année, et une autre rumeur qui dit qu'elle sortirait pas avant le premier, voire le deuxième trimestre 2022. Donc c'est une question de savoir si Apple va donner la priorité de ses chipsets à cet ordinateur ou la donner à ses ordinateurs portables, donc notamment les MacBook Pro, les 14 et les 16 pouces que beaucoup de personnes attendent. En tout cas, ça donne envie parce que le Mac Mini M1 actuel déjà est une petite brute de performance, mais en connectique c'est très très limité par rapport aux anciennes versions. Et là du coup on aurait un Mac Mini, un mini ordinateur qui dépoterait extrêmement extrêmement fort et qui n'aurait plus vraiment de défaut, à part peut-être son prix, puisqu'on va voir, le Mac Mini M1 avait un prix plutôt agressif. Là, à voir. C'est quoi la montre à droite du PC, s'il vous plaît, demande Milkways. Ce beau bébé énorme est une Garmin Fenix 6 Pro Solar. C'est compliqué. C'est une montre de sport dont j'aurai l'occasion de vous reparler dans quelques temps. Et c'est un gros bébé.
Je vous parle maintenant d'un autre ordinateur qui est encore plus puissant qu'un Mac Mini M1X, mais peut-être moins accessible, puisque c'est un ordinateur spécial qui a été conçu pour calculer le record de nombre pi, tout simplement. Voilà. Eh bien, on a mis en place un ordinateur de haute capacité et de haute performance pour calculer pi avec une précision d'exactement 62 trilliards 831 milliards 853 millions. Non, même pas. J'arrive pas à dire le chiffre. Je voulais le dire de tête pour essayer de trouver. Mais bon, voilà. On atteint 62,8 billions de chiffres derrière la virgule, globalement. Donc c'est pas mal. Je vous rappelle qu'il y a quand même des concours de pi où des gens s'amusent à essayer de réciter pi avec le maximum de décimales de tête. Mais en tout cas, là, on a 62,8 billions de chiffres au total. Et bah, écoutez, merci à Timothée Mullican. Voilà. Ah non, c'était l'ancien, c'était lui qui a lancé encore. Le pauvre, il doit être un peu dégoûté. Mais je ne sais pas combien d'argent ces gens ont mis pour aller encore plus loin dans le calcul de pi, mais j'imagine que cet ordinateur peut quand même tracer des cercles vraiment très très ronds, hein, j'imagine, grâce à deux processeurs AMD EPIC, 1 Tera de RAM, ce qui n'est pas tant que ça, hein. Mais en tout cas, si vous voulez calculer pi, voilà, c'était le petit moment record du monde. D'ailleurs, dans le chat, quelqu'un dit 62 trilliards, j'avais raison. Je suis toujours perdu dès qu'on passe le milliard, parce qu'avec les Américains, entre le milliard, le billiard et le trilliard, on n'est pas sur le même truc, puisque pour nous, un milliard, pour les Américains, c'est 1 billion, si je ne m'abuse. Donc après, c'est... bon, 62 basillions de chiffres après la virgule. On est d'accord. On va maintenant rester dans un petit peu l'informatique, mais on va passer un peu dans les coulisses de l'informatique, après les produits. On va passer à ces semi-conducteurs, les fameux semi-conducteurs. C'est toujours le bordel, on va pas se mentir. Vous avez du mal à acheter une PlayStation 5, c'est à cause d'eux. Vous avez du mal à acheter une GeForce, c'est à cause d'eux. Vous avez du mal à acheter n'importe quel produit AMD, c'est à cause d'eux. On va le voir dans quelques instants, vous avez du mal à acheter une voiture, c'est à cause d'eux. C'est le bordel, c'est le bordel. Les semi-conducteurs, tout le monde les veut, personne n'en a. En tout cas, la production automobile, elle va tourner au ralenti. Elle galère, et encore une fois, jusqu'à la mi-2022. C'est Patrick Randall qui nous fait un petit article de synthèse sur le bordel qui va continuer autour des voitures. Et on voit notamment que Toyota va réduire sa production de 40% en septembre 2021. C'est complètement fou. On est dans un marché de renouvellement massif des voitures et d'excitation autour du marché automobile avec les nouvelles technologies. Et il y a plein de constructeurs qui vont devoir ralentir leur production, puisque maintenant que les voitures sont des smartphones avec 4 roues, tout le monde a besoin de toujours plus de chipsets et de semi-conducteurs. Un sacré bordel. Cali13 qui dit pareil pour Intel dans le chat. Intel qui a proposé d'ailleurs son aide et de commencer à fabriquer aussi des chipsets pour les constructeurs automobiles. Pour se préparer en tout cas à ce bordel et surtout à cette demande qui va durer, j'imagine, quelques décennies, on apprend que Samsung va investir 205 milliards d'euros, petite somme, hein, dans les 3 ans à venir et dans divers secteurs. Et évidemment, vous allez voir, il y a évidemment les semi-conducteurs qui vont arriver, puisque Samsung est un constructeur qui est très très bien placé sur le marché des semi-conducteurs, mais pas que. La biotech également sera dans le viseur. Mais bon, ce qui nous intéresse à plus court terme, ce sont ces fameux semi-conducteurs dont je vous parle. J'aurai l'occasion demain aussi de vous parler d'un thread excellent que j'ai découvert ce matin sur Twitter sur une entreprise néerlandaise qui détient 90% du marché des machines qui fabriquent les semi-conducteurs. Bon, c'est un bordel, mais c'est un truc passionnant. En tout cas, en attendant, c'est toujours un sacré bordel. Donc attendez-vous à galérer encore cette année, je vous le dirai jamais assez, à acheter certains produits tech stars, voire certaines voitures. On enchaîne du coup avec, encore une fois, les semi-conducteurs et les chipsets, et ce coup-ci, c'est Intel et les Intel Foundry Services. Je vous rappelle qu'Intel commercialise des processeurs et des chipsets, les siens, mais Intel peut aussi travailler pour d'autres personnes, et pour cela, Intel a un service qui s'appelle le Intel Foundry Service, et ils viennent d'avoir, tranquillement, un petit contrat avec le département de la défense américain pour construire des usines tranquillement pour eux. Donc voilà, Intel qui commence à empiler petit à petit les bonnes nouvelles après des années et des années de vaches maigres.
mais toujours bien pour eux. Je vais pas passer trop de temps là-dessus parce que c'est une news qui n'intéressera surtout les personnes qui bossent chez Intel ou les personnes qui bossent à la défense dans le gouvernement américain. Are you there? Are you listening to me? In secret? I don't know. On enchaîne maintenant, on quitte un petit peu le hardware, on va passer un peu au software et on va parler du Play Store avec un changement que je trouve plutôt intéressant puisque Google a décidé de changer notamment les notes un petit peu dans l'App Store. Et bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, je ne suis pas encore sûr, mais je trouve ça plutôt intéressant. Ils vont désormais adapter les notes que les gens mettent à une app dans le Play Store selon l'appareil que les personnes utilisent et selon le pays. Voilà. Et donc, Google a annoncé qu'en fait, il y a tellement de téléchargements sur certaines applications, il y a tellement d'usages différents, qu'en fait, des gens qui mettent des notes, ça ne reflète plus vraiment les qualités ou les défauts d'une application. Donc, au hasard, si aujourd'hui vous essayez de télécharger par exemple l'application Twitter en Inde, vous allez aller sur l'application Twitter en Inde, je pense que Twitter en ce moment en Inde n'a pas la même note sur 5 sur le Play Store indien que sur le Play Store français par exemple. Donc Google a décidé un peu de trier les notes. On sait déjà que, si je ne m'abuse, sur l'App Store d'Apple, vous avez des notes qui sont triées pour voir les notes que de la dernière version d'une application ou toutes les notes de toutes les versions d'une application, ce qui peut être intéressant lorsque, au hasard, une application comme OnePassword, pour ne pas dire leur nom, sort une nouvelle version qui scandalise sa communauté. Vous avez aussi du review bombing qui existe, donc des gens qui vont spammer des notes des 5 étoiles ou spammer des 1 étoile à dessein. Et en tout cas, vous aurez désormais des notes différenciées selon les territoires et aussi selon les appareils qui ont été utilisés pour noter ces applications. Je trouve ça, je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Personnellement, je trouve ça pas mal. Pas mal, surtout que le Play Store a une telle échelle de popularité. Il y a tellement de gens qui téléchargent dans le Play Store et qui donnent des notes qu'à la fin, on peut peut-être être perdu parce que est-ce que cette application était géniale il y a 2 ans? Est-ce que cette application est géniale, mais elle n'est pas du tout, par exemple, je sais pas, moi j'ai une application de lecture de manga qui s'appelle Manga Plus de la Shueisha et je l'adore, donc je lui ai mis 5 étoiles. Mais quand j'étais voir des notes, notamment en France, beaucoup de gens lui avaient mis 1 étoile puisque elle n'était pas disponible en VF. Donc voilà, et je me suis dit, ah, effectivement, différence d'usage, différence de besoin, et peut-être le moment pour Google de différencier tout ça. Il faisait déjà un bon truc, un commentaire était souligné du téléphone employé. Très bien, très bien. Est-ce que vous regardez vraiment les notes sur les stores? Demande Tabensar dans le chat. Moi perso, je les regarde un peu souvent par curiosité, et souvent quand je vais chercher une application que je ne connais pas. Genre, au hasard, tu cherches une application de météo, il y a un game des applications météo sur les téléphones, je ne sais pas pourquoi les gens sont obsédés par la météo. Et bien souvent, je vais aller taper weather ou météo dans mon App Store, rechercher, j'en ai plein, et je vais quand même regarder les notes, c'est-à-dire voir celui qui a la note la plus élevée avec le plus d'avis en même temps. Donc, je pense que ça peut servir. On continue avec les petits patchs de Google, et celui-là, il va faire plaisir, je pense qu'il va faire l'unanimité chez tout le monde. Il va vraiment faire l'unanimité chez tout le monde. Une fonctionnalité de Google Meet qui va prévenir les gens qui créent un écho dans les conversations. Merci. Merci Google pour celle-là, puisque je pense que le plus gros fléau actuellement des conversations et des conversations vidéo à distance, c'est la personne qui est mute et qui parle depuis un quart d'heure alors qu'elle est mute et tout le monde lui dit « Robert, tu es mute, Robert !» Voilà. Et 2, évidemment, la personne qui s'est mise sur haut-parleur chez elle parce que c'était plus cool de se mettre sur haut-parleur et qui fait qu'on a un son absolument dégueulasse pour tout le monde. Donc cette personne se reconnaîtra, puisque c'est parfois moi. Mais en tout cas, Google qui a décidé de patcher ça et d'aider en tout cas à détecter les personnes qui font de l'écho dans les conversations. Merci, s'il vous plaît. Les gens qui disent sacré Robert comme Drexix dans le chat, je vous annonce tout de suite que plus tard dans cette quotidienne, on va parler de Robert, de manière très sérieuse. Attention, je rigole pas. Je vous ai teasé là. Ah là, l'audience de la quotidienne qui va augmenter jusqu'à la fin de cette émission, puisqu'il y aura un point Robert à la fin. On va maintenant parler des transports et on parle des voitures. Et on va commencer par une voiture qui n'est pas une voiture parce que c'est plutôt une licorne, plutôt un serpent de mer, une créature mythique, la fameuse Apple Car. Ah là là, la fameuse Apple Car. Une rumeur au début des années 2010, une certitude en 2015-2016,
un truc mort, un Vaporware en 2017, un retour timide en 2018, une nouvelle rumeur avec Hyundai en 2020 et maintenant encore des nouvelles rumeurs en 2021 avec d'autres gros constructeurs coréens. Ce n'est pas Hyundai ce coup-ci, c'est SK Innovation et LG Magna. Alors pour vous remettre un peu le contexte, SK Innovation, SK est un énorme conglomérat et consortium coréen qui notamment est un opérateur télécom et aussi un sponsor d'une équipe de League of Legends pour certains et certaines qui aiment League of Legends. Et LG, évidemment, vous connaissez, mais LG Magna est une filiale de LG, un peu comme Samsung Display pour Samsung, qui est spécialisée dans les batteries. Et on a su que des discussions ont eu lieu. Secret de Polichinelle, les deux géants coréens ne veulent pas dire exactement avec qui ils ont parlé, mais beaucoup de médias coréens plutôt sérieux ont débusqué une délégation Apple qui est venue à Séoul et pas juste pour manger des tteokbokki. Ils ont rencontré évidemment ces marques pour des négociations, des pourparlers apparemment plutôt avancées, plutôt précises. Donc, encore une fois, je vous rappelle que la grande histoire de l'Apple Car, ou en interne ce qu'on appelait le projet Titan, elle est toujours aussi rocambolesque et toujours aussi spéciale, puisque Apple voulait à un moment clairement construire une voiture, puis Apple voulait fournir des services pour les voitures, notamment son OS, puis Apple voulait construire sa propre voiture, puis Apple a abandonné pour ne revenir qu'à ne fournir que des OS de voitures, et maintenant Apple serait en train de revenir en tout cas à la possible conception et commercialisation d'une voiture. Donc, je rappelle que Hyundai avait dû à moitié démentir leur partenariat avec Apple l'année dernière, mais avait plus ou moins confirmé des discussions. Et en tout cas, Apple qui continue à regarder clairement du côté de la Corée pour ce coup-ci, en tout cas, des batteries. Et est-ce qu'on en saura plus dans quelques années? On ne sait pas. Mais voilà. Aldo qui dit ils n'ont jamais abandonné l'âme. En fait, Apple n'a jamais abandonné le projet d'être sur le marché des voitures. Mais la question d'Apple, c'était de savoir s'ils allaient produire des voitures Apple ou s'ils allaient juste fournir des produits et des services pour les voitures. Ce qui est deux choses extrêmement, extrêmement différentes. C'est un peu comme aujourd'hui, vous regardez l'Apple TV, c'est un produit pour la télé, mais pendant très très longtemps, il y a eu beaucoup de rumeurs sur le fait qu'Apple allait produire sa télé. Je me rappelle, enfin, il y a 10 ans, il y avait un nombre de rumeurs, d'articles, de fuites, de brevets sur des télé Apple, littéralement, qui allaient sortir, qui étaient des produits complets. Et on se rappelle aussi dans la fameuse biographie de Steve Jobs, qu'un un des derniers projets sur lequel Steve Jobs était, c'était les télés, et que Steve Jobs disait « j'ai craqué le marché de la télé, je sais ce qu'on va faire avec Apple ». Finalement, Apple n'a pas sorti de télé, parce que c'est un marché qui est compliqué, c'est un marché avec un renouvellement qui est très faible, bon bref, beaucoup de contraintes. Et Apple, en tout cas, est aujourd'hui sur le marché de la télé, officiellement avec l'Apple TV, mais Apple ne produit pas de télé. Donc là, pareil, Apple est positionné sur le marché de la voiture, mais de là à dire que Apple va produire des voitures sous sa marque, c'est autre chose, c'est vraiment autre chose. Donc, personnellement, j'ai vraiment du mal à croire qu'Apple va commercialiser des voitures. La seule manière pour moi, pour laquelle Apple pourrait trouver un business intéressant à produire des voitures, c'est lorsqu'on aura atteint, dans quelques années, les voitures autonomes notamment, et avec des voitures à louer, des services, etc. etc. Et peut-être qu'Apple se lancera dedans. J'ai du mal à imaginer Apple mettre en place, donc pas juste des technologies, mais encore plus dur, des usines et des infrastructures de revendeurs, etc. partout pour vendre des Apple Cars à travers le monde. J'ai pas l'impression que ce soit un business très rentable pour eux. Pour les gens qui se posent la question, le business de la voiture est un des business les plus difficiles au monde. C'est vraiment un business de chien, comme diraient les chats. On verra en tout cas si on a plus de news. Ça se passera du côté de la voiture. On va rester du côté de la voiture et des voitures électriques. Et ce coup-ci, on va du côté des États-Unis avec un rappel massif de voitures électriques. C'est Chevrolet qui doit rappeler sa petite Bolt. Donc je vous rappelle que la Bolt, c'était une petite voiture compacte de Chevrolet qui a très très bien marché. Elle s'est vendue déjà à 140 000 exemplaires si je ne m'abuse. Mais là-dessus, je vous en parle et ça rebondit bien avec ce que fait Apple, puisque Apple est en pourparlers avec une filiale de LG, peut-être notamment pour fournir des batteries. Et en attendant, Chevrolet doit rappeler ses voitures. Ça risque de leur coûter 1,8 milliard de dollars sur le rappel et le remplacement des batteries, puisqu'ils auraient des problèmes avec des batteries de chez, je vous la donne en mille, LG. Des batteries qui pourraient notamment prendre feu. Et j'ai un peu regardé l'historique. On a eu un rappel en 2019, un rappel, celui-là c'est en 2019, un rappel en 2020, et là le plus gros et troisième rappel en 2021 chez Chevrolet qui va rappeler
tous ces véhicules. T'achètes chez Chevrolet, c'est pas de Bolt. Merci Ben Paulet, elle est bien celle-là. En tout cas, tous les véhicules vont être rappelés, donc c'est assez catastrophique pour Chevrolet et pour General Motors qui est derrière parce que c'est évidemment beaucoup d'argent. Ça touche encore l'image de marque parce que c'est dur quand tu fais un rappel de voiture. Et puis ça aussi, ça ravive des peurs aussi qu'on a autour des voitures, notamment les voitures électriques et ces fameux incendies des batteries. Il y a une vraie question sur la sécurité des voitures et notamment de leurs batteries et les voitures et même les usines. On rappelle aussi que ces derniers temps, certaines voitures électriques qui avaient pris feu, voire certaines usines électriques qui avaient pris feu, on avait énormément de mal à éteindre les incendies. Ça prenait parfois plusieurs heures. Il y avait des risques de redémarrage très très hauts. Donc c'est un peu compliqué et les pompiers sont en train d'essayer de s'équiper autrement pour gérer ce nouveau type d'incendie. Et en parlant de pompiers, un peu comme je vous ai promis Robert en fin de quotidienne, je vous promets des pompiers du futur avec des lances laser à la fin de cette quotidienne. Est-ce que c'est putaclic ou pas? Je sais pas. Mais en tout cas, des Robert et des pompiers laser tout à l'heure. Voilà en tout cas pour Chevrolet, donc pas vraiment des bonnes nouvelles pour eux. Maintenant qu'on a parlé de voitures autonomes, maintenant qu'on a parlé de voitures pas autonomes mais électriques, je vais vous montrer une voiture qui n'est ni autonome ni électrique, mais qui pourrait inspirer un constructeur français au hasard. Hein, je vous rappelle qu'hier on vous a montré, je vais vous le remontrer d'ailleurs parce qu'il est toujours, il me brûle toujours un peu les yeux. Renault a présenté il y a quelques jours un concept car de van pour les hipsters, puisque c'est le Hippie Caviar Hotel. Je vous remonte la photo ici. Regardez-moi ce véhicule. Quelle tristesse, voilà, on va pas se mentir. Je vous rappelle, c'est un concept car, mais qui annonce l'utilitaire Renault électrique qui va arriver l'année prochaine. Il n'empêche que ce concept car, dont le nom me malaise déjà à 800%, n'est pas très beau. Donc je vous avoue qu'hier, j'étais un peu énervé contre ce concept car, et je me suis dit, est-ce que je pourrais pas trouver un van pour les hipsters nomades qui font des photos de leurs pieds sur Instagram au lever du matin, vous savez, quand vous ouvrez vos portes devant un lac magnifique parce que vous vivez la hashtag vanlife, eh bien j'ai trouvé un van plus sexy que ça. Alors il n'est pas électrique, mais il a plutôt une bonne gueule et lui aussi c'est une adaptation de véhicules utilitaires actuels. Regardez-moi ça, le Launchpad de chez Outside Van. Alors, regardez-moi comme cet homme est heureux sur son petit hamac intégré sur le toit avec son véhicule qui est quand même un peu plus badass avec une peinture un peu plus stylée. Hein, regardez-moi ça. Hop, qu'est-ce qu'on est bien à l'intérieur. Alors, ce qui est marrant, c'est que cette marque a démarré par un seul gars qui, comme pas mal de personnes en ce moment, s'est dit je vais vivre dans un van et a commencé à aménager son van, puis ses vannes, et maintenant il aménage plusieurs vannes, c'est sa vie. Et vous voyez, vous avez l'intérieur de cet utilitaire qui est une base Mercedes, si je ne m'abuse, qui a une très bonne tronche et qui est déjà en vente, qui n'est même pas un concept car, et qui, je trouve, arrive à rendre mieux que le hippie hôtel caviar, quoi. Hein, regardez. Le chien n'est pas inclus, malheureusement. Le petit pépère n'est pas inclus. Mais vous avez un truc qui a quand même une gueule un peu plus, je trouve, un peu plus gracieuse. Alors, combien ça coûte? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un petit prix ou pas? How to buy. Est-ce qu'on a des prix? Oui, il y a plein de prix. Vendus, vendus, vendus. Ils sont tous vendus. Regardez, ils sont tous vendus. Je peux même pas les acheter. Bon, tant pis. En tout cas, si ça vous intéresse et si vous aussi voulez vivre la van life, eh bien, en tout cas, voici le dernier modèle de chez Outside Vine. On enchaîne du coup avec une étude qui m'a étonné, que j'ai trouvé très très drôle. Une étude qui montre que les véhicules moyens américains aujourd'hui, donc pas européens, américains, la taille moyenne des véhicules américains aujourd'hui, c'est-à-dire notamment beaucoup de pick-up, est aussi grosse que la taille moyenne des tanks américains de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est plutôt rigolo, mais déjà c'est étonnant, parce qu'on ne se rappelait pas que les tanks étaient aussi petits et compacts que ça, j'ai envie de vous dire, à l'époque. Mais vous voyez, aujourd'hui les tanks sont beaucoup plus gros qu'avant, parce qu'un tank, vous voyez, à l'époque ça faisait 2 vélos et demi de long sur mon outil de mesure qui est doigtmouillé.com. Là, vous voyez, un pick-up aujourd'hui, c'est assez énorme. Et c'est assez drôle de se rendre compte à quel point, en fait, à quel point les véhicules américains, notamment aujourd'hui,
ont grossi globalement en taille et en longueur, en largeur. Alors évidemment pas en hauteur, mais en longueur, en largeur, ils commencent à s'attaquer très clairement à des tanks, littéralement. On verra en tout cas si cette donnée va changer. On vous rappelle qu'aux États-Unis, la taille des véhicules est vraiment assez énorme historiquement par rapport notamment à l'Europe. Je pense que faire un créneau chez eux, ça relève du mythe. Mais en tout cas, voilà, étonnant de aller voir ce petit graphique qui vous montre un petit peu la longueur, la largeur et la hauteur d'une voiture américaine moyenne par rapport à un tank. Et en fait, on n'est pas si loin. On va terminer un peu cette petite section transport avec un bateau. Et on a une startup qui s'appelle Arc et qui veut devenir le Tesla des bateaux. Et quand ils veulent devenir le Tesla des bateaux, eh bien, ils s'en cachent littéralement pas, puisqu'ils ont dit, en fait, on a créé une marque de bateau et on va copier ligne par ligne le business model de Tesla. Donc en gros, ils vont monter des bateaux avec des technologies propriétaires qui coûtent très cher. Ce premier petit bateau, qui est plutôt mignon, vaut la bagatelle de 300 000 $. Et un peu comme le Roadster de Tesla, qui était leur première voiture qui coûtait très cher, ils vont évidemment vendre ce bateau et espérer en faire un objet un peu culte et un peu cool pour que des gens très riches achètent ce bateau qui a un rapport qualité-prix catastrophique et qui puissent ensuite faire baisser les prix et commencer à déployer une marque de bateau électrique du coup de plus en plus abordable. Donc je vous rappelle que Tesla avait fait le Roadster, puis le modèle S sedan, puis le modèle X qui était la déclinaison SUV, puis le modèle 3 qui était le modèle plus compact et moins cher qui débutait à 40 000 $, puis maintenant le modèle Y qui est le modèle SUV du modèle compact. Et donc ils vont faire pareil. Je vois qu'il y a un sondage. Quel Robert êtes-vous dans le chat? Je sens que c'est Diana là-dessus. Quel Robert c'est Julia Roberts bien sûr. Évidemment. Julia Roberts. On est plus de 1000. Merci beaucoup d'être très nombreux et nombreuses à nous regarder et à nous suivre aujourd'hui, sachant qu'en plus on a démarré avec plein de petits soucis. Par contre, j'arrive plus à voir le chat, je suis déçu. J'espère vous retrouver dans quelques instants. Donc voilà, la startup s'appelle Arc et peut-être qu'un jour vous essayerez d'acheter des bateaux Arc. Peut-être qu'un jour Eric et Aurélien et David vont tester aussi des bateaux électriques sur les numériques. Hein, et qu'on sera en train d'inventer un protocole je sais pas moi, de résistance à la vague ou recharger son bateau électrique. Tiens, d'ailleurs, c'est une vraie question ça. Je suis pas sûr que recharger un bateau électrique, donc recharger un engin sur l'eau, soit le meilleur truc de la Terre. J'imagine que Arc a évidemment sa propre petite idée sur la question. Vous me donnez 2 secondes maintenant, on va attaquer la deuxième partie de cette quotidienne. Il n'est que 12h13, c'est-à-dire que ça fait que, j'ai envie de dire, 45 minutes que nous sommes ensemble. Est-ce qu'on est un peu en avance? Bon, je ne vais pas non plus m'avancer parce que je vais faire ricaner les deux dans la régie. Mais on va dire qu'on n'est pas trop en retard, non? Ça vous va? Si je vous dis ça? Alors, je vais ouvrir hop, le reste des news. Hop. Hop. Et on va parler de plein de sujets très intéressants et des sujets peut-être aussi un petit peu touchy. Un petit peu touchy. Mais on terminera évidemment avec du Robert et du pompier. Donc je veux dire, vous ne pouvez pas partir. Hop. Hop. Tac. Allez. C'est parti pour la deuxième partie du coup de cette quotidienne. Et on va maintenant attaquer un peu les GAFA. Et aussi, juste, on fait un petit encart sur les réseaux, pas sociaux, mais les réseaux tout court, avec LG qui vient de réussir la première transmission en extérieur de 6G. Hein, parce que je vous rappelle qu'évidemment, aujourd'hui, si vous êtes en 5G, vous êtes tellement mainstream, soyez quelqu'un dans la tendance un petit peu et habillez-vous déjà avec les collections de demain, c'est-à-dire la 6G. Je vous avais montré il y a quelques semaines notamment Samsung qui avait montré pour la première fois une transmission de données de data en 6G avec ses ingénieurs, mais c'était en intérieur. Là, ici, LG a été un petit peu plus loin puisqu'ils l'ont fait en extérieur et sur une longueur de 100 mètres. Alors, 100 mètres, évidemment, vous allez dire, vous êtes bien mignon, c'est pas beaucoup, mais évidemment, c'est le tout début. Ce sont les premiers tests. Donc, en attendant que la 5G arrive tranquillement et se déploie tranquillement, évidemment, on commence déjà à déployer la 6G qui, j'imagine, va arriver d'ici 2030, puisque je vous rappelle, hein, c'était un peu
les années 2000, le Edge et la 3G, les années 2010, la 4G, les années 2020, la 5G, et puis j'imagine que la 6G va arriver là-dessus. La 6G, en théorie, promet des débits 100 fois supérieurs à ceux de la 5G. Donc ça va être complètement fou. Je pourrais même streamer. Karl pourra streamer cette émission avec tous les assets directement en 6G, sans que ça freeze. Ça sera absolument incroyable. Mais bon, en tout cas, voilà, on suit ça de loin. Ça continue à se tirer un peu la bourre entre les fournisseurs d'infrastructures 6G. J'imagine que Huawei, de leur côté, s'ils arrivent encore à refourguer des antennes quelque part hors de Chine, ils vont nous montrer aussi leurs petits progrès. Mais voilà. Donc je vous rappelle, hein, j'espère que tout le monde ici est en 5G. Hein. Je vous rappelle que les gens en 4G ici n'ont pas le droit d'assister à cette émission. C'est-à-dire que je m'en vais. Allez, on enchaîne, on va passer maintenant plus sérieusement aux réseaux sociaux et aux plateformes sociales. Et on commence par Reddit. Ah, je suis content. Reddit qui pèse maintenant plus de 10 milliards de dollars. Absolument incroyable. Reddit, je m'en cache pas, c'est clairement mon réseau social préféré. Est-ce que c'est vraiment un réseau social? Je trouve que c'est un réseau entre le forum, le site de news et les réseaux sociaux. Mais en tout cas, c'est avec Imgur, mes deux plateformes de contenu préférées, on va dire, mes deux plateformes de contenu social préférées. Et effectivement, même si Reddit n'est pas exactement un réseau social, il est considéré aujourd'hui comme une sorte de grosse plateforme au même titre qu'un Twitter. Mais en tout cas, la valorisation de Reddit qui augmente de 10 milliards qui monte à 10 milliards de dollars, ce qui est vraiment beaucoup pour une plateforme qui, je vous le rappelle, est assez connue de nom, mais n'est pas du tout connue du grand public et n'a pas du tout percé dans le grand public comme Facebook, Twitter, Instagram ou TikTok ont pu percer. Donc ça reste un réseau un peu old school, un peu moins gros, mais qui quand même a largement grossi. Et pour être sur Reddit tous les jours assez longtemps, je trouve que leur système de financement qui inclut des publicités et qui inclut aussi des petites récompenses qu'on peut mettre sur les bons posts ou les bons commentaires, je trouve plutôt sain et je trouve que ça gâche pas trop l'expérience. Et Reddit est pour moi une des rares plateformes qui s'est presque bonifiée avec le temps. Et vraiment, c'est une source de news et une source de connaissances et une source de rigolade aussi assez incroyable. J'ai un peu du mal à trouver mieux que Reddit, même si encore une fois, on sait que c'est pas une plateforme très grand public. En tout cas, 10 milliards de dollars, plutôt une bonne nouvelle pour eux, sachant qu'il y a quelques temps encore, et quelques années, c'était un peu compliqué pour Reddit de faire sa mue. Et toute l'époque qu'on est là, ça n'avait pas été non plus la plus simple. Dans le chat, il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils ne vont pas vraiment sur Reddit ou que l'accessibilité n'est pas la plus grande ou qu'effectivement les contenus en français sont très peu nombreux. C'est vrai, il y a peu de subreddits comme on les appelle en français. Et effectivement, c'est pour ça que c'est non plus spécialement en France pas un réseau qui a énormément percé, quoi. Il n'y a pas notamment une grosse communauté française. Mais si vous parlez un peu anglais, il y a sur Reddit une qualité de contenu, une qualité d'interaction que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Franchement, pour être beaucoup sur les autres réseaux sociaux, Reddit là-dessus est vraiment très très largement au-dessus en termes de niveau d'échange dans notamment les commentaires, les contenus qui remontent, etc., etc. On enchaîne maintenant et on va attaquer aussi le petit point GAFAM, donc des gens pour qui Reddit n'est qu'une petite PME à 10 milliards de dollars. Et je vous parlais hier un peu des coulisses pas jolies de Google avec ses partenaires. On a une synthèse aujourd'hui de Romain qui est sortie et qui vous résume et vous synthétise un petit peu la plupart des accusations et des griefs qu'a Epic envers Google. Et évidemment, c'est pas Jojo. Ça reprend les points que je vous ai dit tout à l'heure, hier. C'est que Google, même si officiellement il présente Android comme un écosystème ouvert, il lock en fait Android et verrouille Android de plusieurs manières. Il s'adresse aux développeurs de jeux et d'applications populaires et il négocie avec eux des bénéfices ou des avantages pour qu'en fait ils ne soient que sur le Play Store. Et deux, ils font la même chose avec les constructeurs de téléphones pour que les constructeurs de téléphones interdisent d'avoir d'autres, notamment stores, qui pourraient rentrer en concurrence avec le Play Store de Google. Donc ce sont des pratiques évidemment anticoncurrentielles qui ne sont pas illégales, mais qui reflètent une réalité un peu différente, voire très différente de ce que Google essaie de vous vendre. Donc encore une fois, comme dirait Vicaster, c'est de bonne guerre, mais disons que c'est un message qui est moins clair que chez Apple, où chez Apple c'est clairement fermé. Là c'est ouvert,
mais en fait, c'est pas si ouvert que ça. Vous voyez, un peu comme certains ascenseurs sociaux, par exemple. En tout cas, Epic attaque très fort. Et Epic rappelle aussi qu'à un moment, Google avait envisagé de racheter de force Epic pour faire taire un peu leurs revendications et leur lutte contre Google. À un moment, en fait, Google avait tellement peur que Epic avec Fortnite et le cas qu'Epic était en train de faire, c'est-à-dire sortir du Play Store pour rendre Fortnite téléchargeable via le site d'Epic ou via d'autres partenaires, Google avait tellement peur qu'ils ont à un moment essayé de les racheter pour les faire taire. Ils ont même à un moment essayé de les racheter de force et on sait qu'aujourd'hui, selon ces documents présentés par Epic, que Google est rentré en contact avec Tencent, donc qui est actionnaire majoritaire d'Epic, pour racheter à Tencent des parts d'Epic et en fait les posséder et en fait littéralement les faire taire. En tout cas, ça c'est la position d'Epic. L'autre truc qui est important, je ne voulais pas montrer ici en news, mais je l'ai vu passer parce que c'est très très long d'essayer de d'éplucher tous les documents et tous les mails internes qui ont circulé. Il y en a un que j'ai trouvé un petit peu dingue, j'essaie de vous le montrer demain parce qu'il est passé sur un de mes tweets ce matin. C'est que on a également eu un rapport de réunion entre des cadres dirigeants d'Apple et des cadres dirigeants de Google. Et on a vu à plusieurs reprises que notamment les boss de Google ont contacté Apple pour rentrer en discussion avec eux et dire on est concurrent sur certains points, on est partenaire sur d'autres, et qu'à un moment il y a une réunion. Alors encore une fois, ce n'est qu'une réunion, mais comme une réunion avec des gens, on va dire, plutôt haut placés. Vous voyez, des gens qui ont des gros tickets resto le midi, par exemple. Eh bien, la conclusion de cette réunion, c'était de dire, essayons de travailler ensemble comme une seule entreprise. Donc, en gros, se partager les trucs et gérer au mieux. Toi, tu as ton Play Store, moi j'ai mon App Store, et on règne chacun sur nos domaines et on se marche pas trop sur les pieds si chacun arrive à protéger son royaume et qu'on se marche pas trop dessus. Et donc, ce genre de mail, donc, lorsqu'en général, deux leaders quasi monopolistiques s'entendent ensemble, c'est quelque chose où, en général, les autorités anticoncurrentielles vont venir taper sur les doigts là-dessus. Donc, encore une fois, je vous rappelle que ces procès, on est encore en cours. Le procès Epic contre Apple est en train d'avoir lieu, c'est-à-dire que chaque partie a montré un peu ses arguments, etc. Et en ce moment, c'est Epic versus Google. Voilà. Après, encore une fois, je ne suis pas là pour prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Et Epic a ses propres dossiers aussi avec sa manière d'étouffer d'autres concurrents, etc. Among Us en tête. En tout cas, là-dessus, ça nous ramène sur un sujet de fond et un très très bon article. Donc parmi les articles, souvent pour les gens qui débutent et qui découvrent cette émission, je vous donne des lectures, certaines que vraiment je vous mets en avant. Et je vous rappelle que notamment dans les replays sur YouTube, Diana vous met tous les liens vers les news que je vous montre ici en émission. Là, c'est un très très bon article de ZDNet et qui reprend le plaidoyer d'un spécialiste de l'antitrust et qui explique que l'approche antitrust actuellement ne fonctionne pas. Donc je vous rappelle que l'antitrust, ce sont bien écoutez, des gouvernements et des organisations qui essaient de lutter contre les pratiques anticoncurrentielles, les monopoles, etc., et les abus de pouvoir ou de position dominante sur certains marchés. Et on sait notamment que les GAFAM sont dans la ligne de mire en ce moment. En tout cas, on a eu un petit rapport de cet expert, donc Thomas Vigneux, qui explique qu'en fait, littéralement, les politiques d'antitrust actuelles, à part quelques cas, ne fonctionnent pas. Puisque déjà, le premier truc, c'est que littéralement, les amendes qui sont infligées aux GAFAM sont tellement ridicules par rapport au chiffre d'affaires des GAFAM qu'en fait, pour les GAFAM, c'est traité littéralement comme des notes de frais. C'est un peu insultant pour les pauvres parlementaires ou politiques qui travaillent sur ce genre d'enquête et qui essaient de taper sur les doigts des GAFAM. Mais aujourd'hui, quand vous mettez une amende de X millions, voire X centaines de millions d'euros à un acteur pour une position dominante, pour eux, en fait, c'est tellement peu par rapport aux gains de marché qu'ils ont eu qu'ils sont prêts à payer. C'est un peu pour les gens qui aiment lire la presse People, c'est pas du tout mon cas, bien sûr. Et pour les gens qui aiment lire la presse People, on savait que, notamment dans la presse People, dans le business model de la presse People, il y a un budget procès. Il y a littéralement un budget. Ils savent que par mois, ils vont se prendre X euros d'amende ou de jugement d'une star qu'ils ont attaquée parce qu'ils ont pris en photo en sortant de chez eux avec leur amant ou leur maîtresse sur un scooter, par exemple. Et dans le budget de la presse People, il y a ça. C'est intégré dans la compta. Eh bien, pour les GAFAM aussi, et pour de grosses entreprises, ce genre d'amendes d'antitrust sont littéralement intégrées dans le budget, un peu comme des notes de frais. Et ce que je trouvais par exemple plus intéressant et plus étonnant,
dans cet exposé de Thomas Vigneux, c'est que sa conclusion, je l'ai trouvé très neuneux et en même temps très efficace. Pourquoi très neuneux? Parce qu'il dit en fait le seul moyen de faire plier un géant et de le faire changer vraiment, c'est pas en lui balançant des amendes. Ça ne change rien en fait. Les amendes, il les intègre, il les absorbe et puis en fait, ça ne les empêche pas de regagner beaucoup plus de marché derrière. Le seul moyen en fait, c'est d'opérer le changement par l'intérieur et notamment que les employés eux-mêmes réclament des changements culturels ou euh, des changements de comportement des entreprises. Alors au début, quand j'ai lu ça, je me suis dit, oui, bah, et puis tenons-nous tous la main et puis faisons un grand cercle autour de la Terre et chantons et dansons et des couronnes de marguerite. Mais en fait, avec le recul, ce sont des choses qui, notamment, fonctionnent. On a vu ces derniers temps, notamment, que les grognes des employés, notamment, ont pu repousser ou empêcher certains géants de faire certaines choses. On a vu notamment les fameux marchés de sécurité avec le Pentagone, avec des services de l'ordre qui ont fait que des employés de chez Apple, de chez Google, des employés de chez Facebook, des employés de chez Amazon, des employés de chez Microsoft ont parfois eux-mêmes râlé très fort et demandé des changements ou demandé des annulations de contrats. Et ça a marché. Ça a marché, sachant qu'il n'y a pas encore de syndicat. Mais on en est quand même à se dire qu'aujourd'hui, le moyen le plus efficace et un peu le seul moyen qui existe pour réguler et pour calmer l'appétit et l'ambition et parfois les actions de ces géants du numérique, eh bien, les gouvernants ne peuvent rien faire. On s'en remet peut-être à la bonne conscience des employés eux-mêmes qui, parfois, eux, arrivent à plus influencer ou faire plier les géants que les gouvernements eux-mêmes. Donc c'est beau, et en même temps c'est un peu triste. En tout cas, allez lire cet article qui est assez court mais qui est très intéressant. On vous le mettra en lien dans la description du replay YouTube ce soir en fin de journée. L'approche antitrust actuelle pour contenir les géants de la tech fonctionne-t-elle? Et voilà, très bonne synthèse des amis de ZDNet. On va maintenant passer un peu aux réseaux sociaux. Vous allez voir, attention, on va parler de milices premium, on va parler de djihadistes et d'extrême droite, et on va parler d'Afghanistan. Donc c'est le moment où évidemment je suis très très fier de vous dans le chat, puisque vous vous montrez d'une intelligence et d'un recul absolument sans faille. On commence avec Citizen. Je vous rappelle que Citizen était une application, comment dire, une sorte d'application de donneurs d'alerte de quartier qui permettait à des voisinages, en gros, de tous télécharger l'application et de donner l'alerte s'ils voyaient quelqu'un qui volait un paquet devant une porte, ou s'ils voyaient une bagarre, ou s'ils voyaient potentiellement un dealer de drogue traîner dans la rue, etc. Et en fait, ça vous permettait, en fait, en gros, on va pas se mentir, de créer des milices privées, quoi. Et cette application, donc Citizen, qui était déjà extrêmement polarisante, était tombée dans un gros scandale. Donc si vous suivez cette émission depuis quelques mois, quelques semaines, on avait passé pas mal de temps sur ce scandale. Il y avait notamment quelqu'un qui avait potentiellement, si je ne m'abuse, mis feu à la maison du PDG de Citizen. Et le PDG lui-même avait lancé une prime, en fait, pour retrouver la personne sur l'application Citizen, parce que c'est possible, et avait mis en photo un possible suspect qu'il avait vu. Problème, ce suspect ne correspondait pas du tout à l'avis de recherche de la police officielle, et donc littéralement le PDG d'une application de milice avait lancé une chasse à l'homme contre un homme qui était 100% innocent. Donc vous imaginez le genre de débordement complètement évident qui peut avoir lieu sur ce genre d'application, et surtout, ce dont on avait très très peur avec Citizen, c'était évidemment leur business model. Et on s'était dit, attendez, est-ce que le business model de Citizen, ce n'est pas juste de créer un réseau social de sécurité de voisinage, mais à un moment d'ubériser les milices? Et je me rappelle qu'à l'époque, on avait bien rigolé en se disant, ils vont arriver à nous ubériser les milices. Et voilà, c'est arrivé. Citizen vient de lancer du coup un service de sécurité premium qui vous permet en fait d'appeler à l'envi, écoutez, des services de sécurité qui appartiennent à Citizen, hein, tranquillement. Et on avait vu notamment il y a quelques temps, des voitures brandées Citizen, des grosses voitures noires qui ressemblaient à des voitures de milice, mais pour qui Citizen disait que c'était pas du tout des voitures de milice, plutôt des voitures promo. Mais voilà, on les voit, je vous les montre ici. Hop, ces fameuses voitures. Et donc là, littéralement, on peut ubériser
ou délivérouiser une sécurité privée si on en a les moyens. Donc c'est magnifique, hein, encore une fois, c'est la magie des marchés libres comme aux États-Unis. Mais de la même manière que vous avez commandé un boboon et que vous pouvez traquer votre livreur à vélo, ou de la même manière que vous rentrez un peu ivre-mort d'une soirée et que vous pouvez traquer votre, votre chauffeur VTC, vous pourrez bientôt traquer votre agent de sécurité qui sera dans quelques instants pour taser une personne ou que sais-je encore. Donc évidemment, oh là là, est-ce qu'il va y avoir des débordements, des dérapages avec cette application? Je vous laisse vous faire votre avis. Voilà. Euh, mais encore une fois, le solutionnisme et les startups, ça reste toujours des très très grands moments euh, de lecture de la société. J'espère en tout cas qu'il n'y aura pas de dérapage déjà. Et j'espère aussi que ce genre de modèle qui fait qu'on va privatiser les forces de l'ordre ne va pas trop se déployer. Alors je vous rappelle qu'en France ça c'est interdit, mais aux États-Unis, à voir, à voir. En tout cas, suivez l'actu de ce réseau social très spécial qui s'appelle Citizen, parce que, encore une fois, c'est passionnant, ça ne veut pas dire que c'est enthousiasmant. On va attaquer maintenant un autre réseau social, peut-être encore plus polarisant que Citizen, puisque c'est sûrement le réseau social le plus polarisant du moment, c'est Getter. Je vous rappelle que Getter, il y a quelques mois, s'est lancé, et que Getter fait partie d'une génération de réseaux sociaux lancés par l'alt-right américaine, qui est le nom un peu nouveau de l'extrême droite américaine, voilà, on va pas se mentir, et qu'il y a eu des applications, enfin des réseaux comme Gab ou comme Parler, qui étaient officiellement les champions de la liberté d'expression et qui disaient on n'en peut plus d'avoir des Twitter ou des Facebook ou des YouTube qui censurent la parole qui dérange, on va créer des réseaux sociaux qui seront ouverts à tout le monde. Et ces réseaux sociaux, effectivement, en fait, pour les gens qui ont déjà été traînés sur ces réseaux sociaux, en fait, ils rassemblent surtout à 90% des néo-nazis et des fascistes dans leurs messages. Et le troisième larron, et le plus récent, eh bien, c'était Getter. Et Getter, en fait, a eu encore plus de hype, on va dire, que Gab et Parler, puisque Getter a notamment été porté par des anciens membres de l'équipe de Donald Trump. On vous rappelle que Donald Trump est toujours porté disparu sur les réseaux sociaux et qui n'a toujours pas créé le sien. Et de la même manière, en fait, que Getter prône la liberté totale d'expression et la non-censure comme Gab et Parler, eh bien, de la même manière, ils se sont fait troller et ils ne sont pas fait troller par n'importe qui, puisque Politico a été traîné sur Getter et des djihadistes sont en train de flouder le réseau de propagande pro-djihadiste. Et ils postent autant des mèmes que, évidemment, du contenu extrêmement brutal, notamment de décapitation, d'agression, de guerre, etc. Et évidemment, les djihadistes se sont donné le mot extrêmement vite en disant attendez, c'est moi ou il y a des gars qui viennent de créer un réseau, des gars qui nous détestent, mais qui ont créé un réseau qui ne peut pas nous censurer parce que sinon, ils reviendraient sur leurs propres paroles. Et donc, depuis quelques semaines, eh bien, excellente enquête de Politico qui s'est basée sur Getter et qui, Getter, se retrouve avec de plus en plus de comptes pro-djihadistes qui spamment le réseau et qui, évidemment, vous connaissez le truc, hein, tous ces comptes se retweetent les uns les autres pour créer des effets d'écho, de chambre d'écho et monter un peu dans les tendances. Et du coup, grosse prise de tête, on va dire, du côté de l'extrême droite américaine, puisque, bien, encore une fois, ils veulent être les champions de la liberté d'expression totale, donc ils ne peuvent pas vraiment censurer ces djihadistes. Alors, évidemment, c'est pas exactement aussi Is Daesh here? Ce n'est pas évidemment aussi simple que ça, puisque du coup, Getter, mais aussi Gab et Parler se sont mis et ont commencé à censurer des messages qu'ils déclarent comme illégaux. Donc évidemment, des messages où on voit des exécutions, des choses comme ça, ils les retirent. Mais du coup, petit à petit, en fait, ils sont en train d'appliquer. Parce que là, on a vu notamment les représentants de Getter arriver avec un discours qui est 100% le discours d'un réseau social normal. Ils disent voilà, on promeut l'expression et l'échange de tous, mais tous les contenus qui appellent à la haine ou qui appellent à la violence ou qui pourraient être dangereux, etc., ou désinformants, on va les censurer. Toi, tu es à deux doigts d'inventer Twitter, en fait. Donc voilà, retour, on va dire, à la case départ pour évidemment, enfin, on la voyait venir depuis.
on la voyait venir depuis des mois et des mois, mais retour à la case départ pour ces initiatives et ces réseaux qui veulent absolument être les champions de la liberté d'expression. Je vous rappelle qu'en théorie, la liberté d'expression, c'est génial. En pratique, c'est pas aussi simple que ça. Et évidemment, c'était la grande prise de conscience de la plupart des plateformes de réseaux sociaux. Parce que je vous rappelle que durant toutes les années 2000, on était plutôt sur une liberté d'expression totale, et durant les années 2010, on était sur une liberté d'expression moins totale, mais aussi parce qu'en fait, les débordements et les dérapages étaient bien plus graves que la liberté d'expression elle-même. Donc, grande question. Je vois que dans le chat, il y a des gens qui sont pro-liberté d'expression et des gens qui sont pro-contrôle de l'expression jusqu'à un certain degré. J'imagine qu'encore une fois, c'est quelque chose qui est sur une nuance sur laquelle vous mettez chacun votre dose d'acceptabilité ou pas d'acceptabilité. Mais encore une fois, si vous acceptez absolument tout et tout le monde, vous devriez accepter aussi des gens qui sont notamment des terroristes pour qu'ils mettent leur propagande. En tout cas, c'est une question de l'œuf et de la poule ou du cercle vicieux ou du cercle vertueux, comme vous voulez. C'est une question infinie, mais je trouvais ça assez karmaïquement truculent, on va dire, que le site champion de l'extrême droite américaine, du coup, se fasse spammer, flouder et troller par des djihadistes du Moyen-Orient. Voilà en tout cas pour, Getter. On va rester maintenant dans les réseaux sociaux et dans la politique très importante, mais on va parler d'un sujet qui est très grave et très sérieux avec ce qui se passe actuellement en Afghanistan. Donc, je vous rappelle qu'en Afghanistan, les talibans ont repris le pouvoir sur le pays et ont récupéré à peu près 99% du territoire, la capitale, et fait capituler le gouvernement, profitant de l'annonce du retrait des forces armées américaines d'ici le 31 août, normalement. 30 ou 31 août, je ne sais plus. En tout cas, ça crée évidemment énormément d'incidents et de problèmes. Et on voit aussi que des réseaux sociaux se sont créés ou se sont adaptés à à la politique actuelle et à la situation actuelle. Et on voit déjà qu'il y a notamment un réseau social, une application qui s'appelle Etsab, en tout cas, qui permet de traquer ce qui se passe en temps réel de manière géolocalisée aux habitants, notamment de Kaboul et aux Afghans, pour éviter ce qu'ils appellent des zones un peu sensibles, donc au hasard des patrouilles du nouveau régime. Et donc il y a une application qui vient d'arriver normalement pour, on va dire, aider. Et c'est pas la première fois que ce genre d'application sort et qu'elles mettent notamment aussi justement des géants de la tech ou des gestionnaires d'App Store dans l'embarras, puisque je vous rappelle qu'il y a quelques temps, il y avait notamment aussi des applications qui s'étaient faites durant les manifestations à Hong Kong et des applications qui permettaient aux manifestants de Hong Kong de se retrouver et d'éviter des contrôles de police, voire des déplacements pour essayer d'attraper des manifestants, etc. Et Apple, notamment, avait censuré cette application, citant un problème de sécurité, en tout cas, si on pouvait géolocaliser des forces de l'ordre, et citant un problème de sécurité pour les forces de l'ordre. Ça avait créé un énorme débat là-dessus, encore une fois, très très gris, et à voir en tout cas si cette application notamment, qui est donc une application informelle, qui est une application qui, en gros, se pose contre le régime officiel des talibans, sera censurée ou pas. Mais encore une fois, très intéressant. Ça ne veut pas dire que c'est enthousiasmant, mais très intéressant et assez passionnant de suivre ce qui se passe là-dessus et comment, encore une fois, nos solutions et nos comportements numériques se plaquent sur la réalité un petit peu des choses. Autre application qui s'est adaptée un petit peu à la situation afghane actuelle, c'est Clubhouse. Donc je vous rappelle, Clubhouse, c'est un réseau de streaming audio qui a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps, puisque avec notamment le confinement l'année dernière, ça avait un peu explosé. Donc Clubhouse, je vous rappelle, vous pouvez démarrer une salle de chat audio, discuter, des gens peuvent venir vous écouter, vous pouvez inviter des gens à discuter avec vous. C'est comme Twitch, globalement, en audio. Eh bien, Clubhouse a annoncé en tout cas qu'ils retiraient les informations personnelles de leurs utilisateurs afghans pour ne pas que ces derniers se fassent peut-être traquer par le gouvernement. Et Clubhouse, c'est, si je ne m'abuse, le premier gros réseau à annoncer un changement et une adaptation à la situation afghane actuelle, en tout cas, si je ne m'abuse. Voilà. On va maintenant partir sur un autre type de track. Alors,
c'est un peu dur d'enchaîner. On va dire que c'est une track un peu plus légère que ce qui se passe actuellement en Afghanistan ou ce qui se passera bientôt aux États-Unis avec les milices privées. Mais c'est quand même une track et c'est une track à base d'IA. Attention la titraille, c'est de la belle. Track aux fraudeurs de piscine, le fisc généralise l'IA. Alors là, c'est incroyable. Donc là, c'est le gouvernement qui ne traque pas des opposants politiques. C'est le gouvernement qui traque des gens qui profitent un peu trop de la vie sans payer les taxes. Voilà, absolument incroyable. Donc un titre que je trouve dingo, mais un article évidemment très sérieux parce qu'on est sur ZDNet. Hein. Donc longtemps, les agents de l'État ont dû s'esquinter les yeux sur Google Maps afin de dénicher les piscines non déclarées de contribuables indélicats. Puis vers l'intelligence artificielle et le cloud computing. Et donc, histoire assez incroyable, ZDNet nous raconte comment la Direction générale des finances publiques va se baser sur du cloud, du big data, de l'IA et tous les buzzwords absolument incroyables pour commencer à automatiser ou à gagner en productivité pour traquer les piscines rebelles, les piscines cachées des Français et des Françaises et venir leur coller une petite amende s'ils n'ont pas déclaré leur piscine. Voilà, vive l'intelligence artificielle. Et, moi, je savais même pas qu'il fallait déclarer sa piscine quand on avait une piscine. Donc, comme quoi, voilà. C'est le problème quand on habite à Paris, hein, c'est que ta piscine, c'est ta douche. Et ça, tu n'as pas besoin de la déclarer. On reste en tout cas dans l'IA et on va quitter les inspecteurs français qui traquent des piscines françaises. Et on va passer maintenant à Tesla. Je vous rappelle que vendredi dernier, lors des AI Days, donc les journées de l'IA de Tesla, ils avaient montré, notamment, ils avaient terminé sur un projet, on va pas se mentir, que je considère comme extrêmement foireux, mais qui est très bon pour la com, du fameux Tesla Bot, ou le projet Optimus, qui était donc un robot humanoïde qui serait animé par l'intelligence artificielle de Tesla, puisque Tesla considère que l'intelligence artificielle de leur voiture est tellement avancée qu'elle peut s'adapter à un robot bipède. Soit. En tout cas, de manière plus réaliste et plus proche de nous, eh bien écoutez, on apprend que Elon Musk pourrait partager l'autopilote avec d'autres constructeurs. Donc ça, c'est assez intéressant puisque longtemps, on a comparé Tesla à Apple. Et je pense à tort, souvent, et parfois à raison. Un des trucs qui a la raison, c'est évidemment le PDG qui est assez singulier, et puis une approche qui est très, nous, dans notre coin, on fait nos trucs, et puis en fait, on vend dans notre coin et ça marche. Et notamment, il y a une discussion pendant très longtemps, un débat sur Apple doit-il licencier macOS ou iOS à d'autres constructeurs comme Microsoft le fait avec Windows, comme Google le fait avec Android. Et évidemment, la réponse chez Apple a toujours été non. Tesla, c'est pas pareil. Tesla va peut-être licencier et partager. On avait déjà vu il y a quelques jours que Tesla allait peut-être partager ses stations de superchargeurs, qui, je vous rappelle, sont disséminées de manière stratégique à travers le monde et sont un énorme argument de vente pour Tesla. Ils vont peut-être les partager et les licencier à d'autres constructeurs automobiles. Ce sera peut-être le cas du coup avec leur IA, leur full self-driving, qui pourrait être licencié sur d'autres constructeurs, et ça pourrait permettre à Tesla notamment de vendre et de gagner de l'argent autrement qu'avec leur propre voiture, leur seule voiture. Je vous rappelle que beaucoup de constructeurs automobiles et de groupes automobiles sont dans la course à la voiture autonome et intelligente, et que là-dessus, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Il y a des groupes très avancés, comme Volkswagen ou le groupe Renault, qui sont assez avancés. Tesla est très avancé aussi, puis il y a beaucoup de groupes qui sont beaucoup plus à la bourre, au hasard, Toyota par exemple. En tout cas, c'est intéressant. Mais ce que je trouve un peu compliqué, c'est que les solutions de Tesla, justement, sont des solutions très propriétaires. Et Tesla, par exemple, si vous le savez, on en parlait dans une émission précédente, Tesla a licencié, enfin, pas licencié. Tesla a fait un choix extrêmement polarisant il y a quelques semaines de se passer des lidars, par exemple, et de faire en sorte que ces voitures et ces capteurs de voitures ne soient que des capteurs optiques, donc que des caméras. Et Tesla pense, contrairement à beaucoup de constructeurs, qu'ils ne passeront pas par le LiDAR, qui est une sorte de radar laser, pour dire les choses rapidement, et ne vont passer que par des caméras vidéo. Quid de leur IA? Est-ce que si leur IA n'est basée que sur un matériel qui, lui, est basé sur des caméras vidéo, pourront-ils licencier leur intelligence artificielle à des constructeurs qui, eux, utilisent le LiDAR, qui est une technologie différente? Donc, là-dessus, vraie question. Mais intéressant, et on va voir si Tesla, à terme, va licencier ces technologies pour devenir un fournisseur pour d'autres marques. C'est toujours pas gagné. On va quitter l'IA. Diana, je ne vais pas faire l'autre news sur l'Afghanistan, parce qu'il y a beaucoup de news sur l'Afghanistan, je la ferai peut-être demain.
On va directement passer maintenant à tous anti-Covid. Incroyable. Avec un thread et une recherche sur la sécurité autour de tous anti-Covid. Je pense que la plupart d'entre vous ici ont l'application tous anti-Covid. Je fais aussi des bisous à certaines personnes qui nous ont laissé des commentaires pleins de tendresse sur notre vidéo sur le pass sanitaire. Mais bon, plus sérieusement, tous anti-Covid qui, après des débuts extrêmement difficiles, en tout cas aujourd'hui, est une application très téléchargée en France. Mais on s'est penché sur la sécurité de tous anti-Covid, notamment les trackers. Et c'est là, enfin, où je vais vous parler de Robert, puisqu'on apprend que tous anti-Covid est basé sur deux traceurs, deux trackers. Le premier s'appelle Robert et le deuxième s'appelle Cléa. Alors, je ne sais pas qui a perdu un pari chez les développeurs de tous anti-Covid. Cléa, bon, on dirait un nom de technologie, d'intelligence artificielle, voilà, ça marche. Robert, même pas Robert avec un 0 à la place du O, hein, ou un euro à la place du E, ou un 3. Non, non, c'est Robert. Regardez bien, je peux vous le relire. Donc, des chercheurs se sont amusés à tester un peu ce que fait tous anti-Covid. Est-ce que c'est un mouchard? Est-ce qu'il laisse traîner des informations, etc. etc. Et donc, déjà, le premier protocole se nomme Robert. Voilà. Et le deuxième se nomme Cléa. Donc, Robert s'occupe du Bluetooth et le deuxième, Cléa, s'occupe du QR code. Le truc, c'est que c'est plus sérieusement, et des bisous à tous les Robert dans le chat, hein, s'il y a des Robert et des Cléa dans le chat, des bisous. Et des bisous à vous, on est très nombreux, on est plus de 1300 aujourd'hui, ça fait très très plaisir. Eh bien, en utilisant Robert et Cléa, ces chercheurs de l'INRIA ont réussi en fait à retracer des personnes, à retrouver l'identité de personnes, alors qu'on n'est pas censé trouver l'identité des personnes à travers tous anti-Covid. Mais un peu de la même manière, je vous l'avais dit que en croisant des données, on peut retrouver une personne très précisément. Je vous rappelle qu'un prêtre, un évêque américain s'était fait choper puisque des gens avaient acheté des données publiques revendues par Google et compagnie et avaient pu montrer que cet évêque en fait utilisait l'application Homosexual Grindr, blablabla, juste avec des données et en triangulant les données. Et bien si en fait les chercheurs de l'INRIA ont réussi aussi grâce aux traceurs de tous anti-Covid à en fait récupérer des données, voire des identités de personnes à travers leur tests et leur tag QR, etc., etc. Quand ils présentent ça et quand ils présentent leur pass sanitaire. Donc, pas top, évidemment, pas top du tout. En attendant, ZDNet nous dit qu'il est possible de désactiver les statistiques de l'application Tous Anti-Covid, car si depuis juin dernier, la collecte de statistiques est activée automatiquement pour tous les utilisateurs, il est possible de la désactiver manuellement. Pour ce faire, il convient d'ouvrir l'application et de désactiver le module statistiques de mesure d'audience dans la rubrique paramètres accessible en bas de la page d'accueil. Donc en tout cas, à voir. Comme certains diraient dans le chat, méga surprise, mais à voir si tout anti-Covid n'est peut-être pas une faille de sécurité de votre vie privée et que des personnes un peu mal intentionnées pourraient récupérer plus de données que vous le voudriez à travers cette application. Allez voir cet article de ZDNet qui synthétise bien ces expériences et ces tests des chercheurs de l'INRIA sur tous anti-Covid. Hop, on passe assez rapidement parce que je pense que c'est quelque chose dont je vous reparlerai dans quelques jours, mais des travailleurs d'Apple, des employés d'Apple, on vient de lancer un mouvement qui s'appelle Apple To, et pas au sens de l'Apple II, l'ordinateur, mais plutôt un hommage au mouvement MeToo. Et je vous rappelle que ces derniers temps, dans beaucoup d'entreprises de la tech et du gaming, il y a une libération de la parole sur le traitement des employés, que ce soit sur les relations, que ce soit sur la paye, que ce soit sur les promotions, que ce soit sur le harcèlement, plein de choses. Et longtemps, en fait, Apple n'a pas été trop dans les discussions. Il y a eu beaucoup d'enquêtes qui ont été faites sur Facebook, chez Activision Blizzard, chez Google, chez beaucoup de géants, et Apple pas trop. Et on voit depuis quelques semaines de plus en plus de paroles qui petit à petit se libèrent sur Apple, notamment, et sur ce qui se passe en coulisses chez Apple. Est-ce que chez Apple, on respecte plus les employés ou pas? Rien n'est moins sûr puisque un site vient d'être lancé, un serveur Discord, un compte Twitter et surtout apparemment une communication en interne chez Apple a été lancée par les employés pour récupérer des témoignages. Et je vous en parlerai un peu plus en détail dans quelques jours parce que ça vient d'être lancé.
mais on voit déjà certains anciens ou anciennes employés de chez Apple, et notamment des très très hauts profils, qui racontent que c'était vraiment pas rose chez Apple, contrairement à ce que l'entreprise voudrait faire croire. Donc on en parlera dans... Je pense que c'est une affaire qui va se développer plus tard et qu'on aura peut-être des enquêtes, mais Apple est une entreprise assez secrète là-dessus, et c'est peut-être le début d'un mouvement d'ouverture et de transparence, peut-être unique. Encore une fois, c'est pas sûr. Mais si vous voulez en savoir un peu plus, apple2.us et un compte Twitter qui s'est ouvert là-dessus. Encore une fois, rien de précis pour l'instant. On a juste eu quelques témoignages ces dernières semaines assez isolés les uns des autres, mais assez pour que quelque chose soit en train de se créer. On passe maintenant un peu au hacking et à la crypto. On attaque la fin de cette quotidienne avec une histoire assez incroyable si vous avez un peu suivi cet été. On a eu un des plus gros hacks de l'histoire de la crypto avec le Poly Network qui s'est fait voler sur ses hot wallets, donc à l'inverse des cold wallets, qui s'est fait voler l'équivalent de 600 millions de dollars par un hacker. Donc ça, c'est la première partie de l'histoire. Mais ce qui est drôle, c'était pas très drôle, parce que quand tu perds 600 millions de dollars, que tu dois geler tous tes assets, etc., c'est un peu compliqué. On s'est rendu compte ensuite que le hacker, il a envoyé un message pour dire « Vous inquiétez pas, j'ai juste fait pour le fun, je vais vous rendre vos 600 millions de dollars. » Ok. Sachant qu'il y a quand même beaucoup de hacks en ce moment dans le monde de la crypto. Et non seulement le hacker a annoncé qu'il allait le faire, mais le hacker l'a fait, et le hacker est en train de le faire. Et on a su hier, Poly Network a annoncé hier que les dernières phases de rendu de crypto ont été faites et que le hacker a rendu littéralement les 600 millions de dollars qu'il avait volés. Le mec est tellement sympa, ce hacker est tellement sympa, qu'il avait volé 600 millions de dollars de Poly Network, qu'il les avait mis sur un cold wallet à lui au chaud pour qu'il soit sécurisé le temps qu'il les rende. Il voulait juste faire ça pour le fun. Donc le mec est absolument, absolument incroyable. C'est même plus un white hat ou un black hat, c'est un diamond hat. Le mec, il faut le faire, hein, parce que le mec aurait pu partir avec l'argent. Et ce qui est encore plus dingue, c'est que du coup, Poly Network lui a offert un poste de responsable et directeur de la sécurité chez eux. Donc vraiment, c'est une sorte de conte de fées, vous voyez, c'est comme un buddy movie. Au début, ils se détestent, voilà, puis à la fin, ils vont apprendre à se connaître, et puis à la fin, ce sont les meilleurs potes de la Terre. Et donc, c'est quand même drôle de se dire que Poly Network se fait voler 600 millions de dollars par un hacker. Le hacker leur dit non, je l'ai fait que pour le délire et le fun. Ensuite, le hacker leur dit je vais vous les rendre. Ensuite, le hacker vraiment le leur rend, et ensuite, Poly Network dit viens bosser chez nous. C'est tellement mignon. Franchement, je pense qu'au mariage, ça va faire des discours de mariage absolument incroyables lorsque les témoins pourront raconter comment ils se sont rencontrés. How I Met Your Hacker, une très bonne série télé qui va arriver bientôt, mais vraiment d'accord. Donc voilà, officiellement, le hacker lui-même n'a pas répondu favorablement à l'offre, mais de manière un peu taquine, lors des derniers transferts de crypto qu'il a rendus à Poly Network, il a signé cordialement votre chef de la sécurité, donc un peu taquin, mais une sacrée histoire quand même, puisque c'est 600 millions de dollars qui ont disparu et qui sont revenus comme ça, juste pour le fun. On termine avec un petit peu de gaming, un peu de contenu pour terminer cette quotidienne. La Playdate, je vous rappelle, c'est peut-être la console la plus sexy de ces dernières années. C'est une console indé qui a été lancée par Panic, qui est un éditeur de logiciels et de jeux vidéo et qui a été conçu par Teenage Engineering. Donc je ne vais pas vous refaire tout le pitch parce que je vous ai longuement parlé de la Playdate dans d'autres émissions précédentes. Et Playdate a envoyé, ils sont trop mignons, ils ont envoyé à iFixit, qui est vraiment le site de référence de démontage et de réparation de produits, une Playdate qu'ils pouvaient eux-mêmes en fait démonter pour voir comment elle était faite à l'intérieur, parce que je vous rappelle que les teardown, donc les démontages en règle d'appareils de iFixit, sont très connus dans le milieu de la tech et que ça nous aide à voir comment c'est fait. Et donc cette Playdate, qui est cette fameuse petite console monochrome qui va être vendue avec 12 jeux inédits créés par des créateurs de jeux vidéo, et notamment équipée d'une petite manivelle qui joue littéralement sur la jouabilité des jeux. Les jeux sont conçus autour de la croix de direction des boutons et de la manivelle. Et iFixit a pu donc voir une unité. Regardez comme elle est mignonne par rapport à une Game Boy. Oh, elle est trop choupie. Donc voilà, c'est clairement pas une console indispensable, c'est une console coup de cœur que personnellement j'ai précommandé. Mais voilà, si vous voulez en savoir un peu plus sur cette console assez folle, iFixit a pu la démonter. On va maintenant montrer Aubin qui dit en vrai, le concept me fait très envie. Franchement, une machine pour laquelle des concepteurs de jeux indépendants
crée des jeux inédits qui tirent vraiment parti de la console. Et donc, tu achètes la console et après, tous les ans, tu achètes une saison de jeu. Donc là, la console est livrée avec une première saison de 12 jeux. Je trouve l'idée absolument incroyable. Encore une fois, c'est un petit caprice, c'est un petit délire indé, c'est un petit objet un peu premium et tout. Mais je trouve l'initiative vraiment, vraiment super chouette, assez inédite. Et j'ai autant acheté la console parce que j'ai envie de jouer à ces jeux et que je trouve l'objet génial, que j'ai envie de soutenir ce genre d'initiative. Vraiment, vraiment étonnante, quoi. Voilà. On va maintenant parler d'une autre toute petite machine qui a fait saliver beaucoup de personnes. Elle est plus vieille que la Playdate puisque c'est une Game Watch. Je vous rappelle que les Game Watch, c'était les ancêtres des consoles de jeux et c'était des jeux électroniques de chez Nintendo. Et ici, on a une Game Watch double écran, hein. Les plus d'entre vous et nous ont eu des fameuses Game Watch double écran. Et celle-ci, évidemment, elle a comment dire, une petite gravure collector pour fêter le succès des Game Watch. Et donc, elle a été vendue à plus de 9000 dollars. Et on voit ici le fameux Gunpei Yokoi, qui est l'inventeur des Game Watch et qui, je vous rappelle, à la base, ce gars-là n'était pas un ingénieur, il est rentré, je sais plus, genre, limite comme livreur de bouteilles d'eau chez Nintendo. Il avait plein d'idées et puis à la fin, c'est lui qui s'occupait de lancer ce projet de Game Watch et c'est quasiment lui qui a sauvé Nintendo de la faillite à l'époque où Nintendo était un peu un vendeur de jeux traditionnels et pas de jeux électroniques et qui galérait. Et donc voilà. Donc très belle machine. Très beau prix. Franchement, 9000 dollars, je m'attendais à beaucoup plus que ça. Sachant que, je vous rappelle, les dernières cartouches de jeux chez Nintendo, certains Mario Bros, certains Zelda se sont négociés à plus d'1 million de dollars. Donc j'ai envie de vous dire, 9000 dollars, c'est presque un bon plan Deal Labs les numériques que je vous donne ici. C'est presque un bon plan Prime Days pour une console, évidemment, historique. On termine avec un petit article des confrères de CNET qui nous font un petit guide sur la SVOD. Et je vous le mets de côté, toujours pareil. Genre d'article qu'on se met bien au chaud et qu'on envoie facilement aux parents, à la famille, aux proches qui posent toujours ce genre de questions. Canal+, Ciné-Series, Netflix, Disney+, OCS, un bon prix, faut-il s'abonner au pack roi du streaming là-dessus. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a des packs dans tous les sens pour s'abonner à un service, deux services, un abonnement téléphone avec deux services, un pack global, etc. etc. Aurélien Robert de la rédaction de CNET s'est penché sur ce pack pour voir si... oui, je sais la régie, encore un Robert, ça suffit. C'est pas un Robert, c'est un Aurélien Robert. Donc, je vous rappelle, cet homme-là est journaliste, cet homme-là n'est pas un tracker de Covid. Attention, vous parlez mieux des Robert, hein. Alone 35 aussi, hein. Je vois qu'il y a une team Robert qui se crée. Et on va avoir une emote Robert dans quelques jours. Donc en tout cas, ils ont mis à jour leur article et font un suivi pour savoir si ce pack à 25 € par mois en vaut la peine par rapport évidemment à vos besoins, puis par rapport, comment dire, au rapport qualité-prix, j'ai envie de dire, par rapport au reste. Autant dire que les calculs sont vite faits, d'un point de vue mathématique, le pack Ciné-Series de Canal+ est une très bonne affaire. Enfin, si vous êtes un sérivore compulsif qui a besoin d'être abonné à toutes les plateformes, ou presque. Donc, évidemment, pas de suspense. On passe de 51 à 34 €, voire à un petit peu moins les 2 premiers mois. Donc c'est intéressant, mais encore une fois, et là je vous pose la question, avons-nous tous et toutes le temps d'être abonnés à autant de services? Sachant que moi personnellement, je suis sur Netflix, Disney+, et Amazon Prime, et déjà j'ai quasiment trop de contenu pour un seul homme, voire un seul couple, voire une seule famille. Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin d'encore plus que ça? Vraie question, vraie question. Je connais des gens qui aiment bien s'abonner à la totale pour se dire j'ai tous les films, le sport, etc. Attends, je vais réactiver le chat qui a disparu. Dites-moi dans le chat si vous êtes abonné à beaucoup de services ou à peu de services. Moi personnellement, déjà Netflix, Disney+, Amazon Prime, c'est... Voilà. C'est pas un problème de quantité, mais de qualité, nous dit Academy. C'est vrai que, notamment, par exemple, sur Netflix, j'ai toujours plus de contenu, mais j'ai de moins en moins de choses qui me bottent. Donc, effectivement, aujourd'hui, le fait d'être abonné à plusieurs services me permet de dire ah, j'ai toujours des choses à regarder. Mais en vrai, j'aurais du mal à m'abonner à un seul service aujourd'hui. Je serais frustré de n'être abonné qu'à Disney+, ou que à Prime, ou que à OCS, ou que à Netflix, en tout cas. Est-ce qu'on peut avoir le lien de l'article nous demande Alvis. Le lien de l'article, c'est sur cnetfrance.fr. Et puis le lien de l'article, on te le postera en fin de journée dans le replay YouTube, notamment. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, bien sûr. Voilà. Je vois qu'il y a des gens qui ont quand même pas mal d'abonnements. Ouais.
En tout cas, vous avez ici la totale à 40 € par mois, sachant que elle est à 25 € par mois en ce moment avec 2 ans d'engagement. Donc à 25 € par mois, ça commence à être vraiment très 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 rentable. Ça commence à vraiment être très rentable. Voilà. Je termine sur ces petites images. Je ne sais pas si elles vont vous botter ou pas. Mais en parlant de Netflix, on a les premières images de Cowboy Bebop. Voilà, c'est pour terminer un peu cette quotidienne. L'adaptation live de Cowboy Bebop avec John Cho, Mustafa Shakir et Daniela Pineda. J'ai donné mon avis sur mon compte Twitter. On dirait franchement une sortie de Japan Expo. Mais bon, après, c'est mon avis personnel. Voilà. On sait aussi que Netflix est capable du pire comme du meilleur. Voilà, Netflix c'est aussi Death Note, hein. Donc à voir. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Encore une fois, je pense que si vous connaissez les séries originales, il n'y a aucun intérêt à voir l'adaptation en live. C'est-à-dire que si vous connaissez Death Note, même si l'adaptation live était intéressante, il n'y a pas trop d'intérêt. Et j'imagine que l'adaptation en live de ce Cowboy Bebop peut s'avérer bonne ou pas bonne, et si vous avez l'original, vous n'avez pas besoin. Par contre, encore une fois, n'oublions pas, et moi j'en ai beaucoup parlé notamment ce week-end, j'étais dans une grosse réunion familiale, et il y avait un shift de génération où en gros toutes les personnes de moins de 20 ans bouffaient du drama coréen, de la K-pop, des mangas et des animes toute la journée étaient fans, et toutes les personnes, on va dire au-dessus de 20-25 ans, étaient en mode je sais pas, c'est bizarre, l'esthétique, les machins, donc je regarde pas. Donc si à un moment, ces personnes n'auraient jamais lu Death Note ou regardé l'animé d'Attack on Titans, si à un moment on leur offre une version qui leur permet de regarder quand même si c'est une version que les puristes trouveront dégradée ou moins bonne que la vraie version, ça permet quand même à des gens à la fin de connaître l'histoire de Death Note ou de connaître l'histoire de, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a eu, donc de Cowboy Bebop ou de Dragon Ball, pardon. Voilà, on peut avoir tout, on peut avoir tout. Est-ce qu'il y a eu une bonne adaptation live d'un manga ou d'un anime en live? Il n'y a pas eu des trucs intéressants sur l'Habitant de l'Infini ou sur Bleach, non? Kenshin, c'était pas mal. Full Metal Alchemist, j'ai pas vu. Alita Battle Angel, c'était pas le film un peu bof. Ah non, c'était bof Alita, non. GTO qui arrive, Nicky Larson, Pokémon en live, il n'y a pas eu Pokémon en live. Gantz, j'ai pas vu la version live. Kenshin, c'est ok. Bon. Vous savez quoi pour la science? Pour la science, je passerai en note de frais mon abonnement Canal+, la totale, voilà, chez le numérique pour tester des adaptations live d'anime, mais je me rends compte que j'en ai pas regardé beaucoup. Mais en tout cas, effectivement, je sais qu'il est facile de regarder des adaptations live d'anime et de juger en disant ouh, ça ressemble à rien, ouh, c'est malaise. Mais n'oubliez pas qu'il y a tout un public pour ça et que c'est peut-être pas vous et moi, mais qu'il y a des gens. En tout cas, c'est sur ces très belles images de Cowboy Bebop qu'on termine la quotidienne. Merci de nous avoir suivis encore très nombreux et nombreuses, malgré les petits problèmes techniques qui sont vraiment indépendants de notre volonté. On va réussir à les régler. Encore une fois, gros big up à Karl qui n'en peut plus depuis lundi matin, mais qui est là, qui réalise cette émission parfaitement. Big up à Diana au publishing, à la prod et aussi au soutien moral et psychologique de Karl. Big up à Julien de Gamecult qui vient nous donner des coups de main quand on en a besoin. Big up à Elisa qui va nous aider à produire le replay qui sera publié tout à l'heure en fin de journée sur YouTube. Merci en tout cas à toute la petite équipe. Merci à vous d'être toujours aussi cool et bienveillant dans le chat. Je vous rappelle, ce soir en fin de journée, vous avez le replay de cette émission, si vous n'avez pas pu le regarder ou l'écouter entièrement. Vous avez le condensé qu'on va tourner qui va durer que quelques minutes. Et on vous invite évidemment à partager la bonne parole et à dire à vos amis, si tu veux une émission tech, eh bien que ce soit à 11h, à 18h, tu es servi par les numériques. Gros bisous à vous. On se retrouve demain à 11h et tout à l'heure à 18h pour les retardataires. Ciao!